paper by Solan Godin, who is professor of geography at University of... No, professor? Not yet. One day. She's going to become a professor in geography one day. And she's lecturer at the University of London. Yeah? Doors open. Thank you. Good morning. First, I want to thank the committee for this organization and to invite me at this very interesting symposium. But I'm sorry for my awful English. I am a geographer from the University of Rennes, and I work on politics of urban renewal, especially in French medium-sized towns. My communication talks about a French program of urban renewal act. My communication talks about French program of urban renewal, which concern different territories and particularly local suburbs. And now I'm going to speak French, otherwise we cannot have lunch. En 2003, lorsque le ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo, crée l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, dont vous avez déjà entendu parler dans les deux communications précédentes, il entend résoudre et mettre sur le devant de la scène le problème des banlieues. À grands coups d'annonces médiatiques, ce vaste programme de démolition et de reconstruction présente des moyens et des ambitions jusque-là inégalées pour transformer en profondeur des territoires considérés à la dérive. Si le message politique est clair et fort, il n'est pas certain qu'il soit entendu ni surtout relayé par les responsables locaux à qui il appartient de présenter des projets en vue d'obtenir des financements potentiels. Le Programme national de rénovation urbaine, le PNRU, vise en priorité une action forte sur certains quartiers des grandes villes, présentés comme les archétypes des banlieues faisant souvent la une. Or, si on confond souvent ceinture périphérique et quartiers sensibles, tous les quartiers sensibles ne sont pas dans les banlieues et inversement, on l'a déjà vu précédemment. Pourtant, avec plus de 520 opérations conventionnées, il apparaît aujourd'hui que le succès politique du PNRU soit largement imputable à cette diffusion en direction de pays petites et moyennes et dans des quartiers dont les caractéristiques sociales et urbaines sont parfois bien éloignées des territoires cibles annoncés. Comment expliquer cette adhésion massive des municipalités à l'esprit et au discours de la loi Borloo? Le problème des banlieues s'est-il réellement diffusé dans ces villes dans un contexte où le territoire devient le lieu de définition des problèmes? Quelle image des banlieues est construite et diffusée dans la sphère politique et médiatique? De quelle manière s'exprime-t-elle tout au long de la période? Depuis la mise en place de l'agent, donc depuis 2003, jusqu'au lancement actuel des opérations. Fin de dernière question, comment s'est-elle diffusée cette image des banlieues dans des contextes urbains parfois très éloignés de ceux qui ont initialement surgi, en l'occurrence ici, dans des villes qui n'ont pas de banlieue au sens générique du terme. En somme, nous tenterons de montrer comment, au sein du discours entourant la rénovation urbaine, la banlieue, après avoir constitué un mythe politico-stratégique, qui est né notamment dans les années 20, autour déjà de la banlieue rouge, la banlieue est devenue aujourd'hui un argument politico-médiatique qui dépasse les territoires actuels. Alors pour cela, ma communication s'articulera en 4 points, je vais essayer de réduire au maximum. Tout d'abord, revenir très rapidement sur la manière dont ce problème des banlieues a été construit au sein des territoires prioritaires, de la géographie des territoires prioritaires. En France, depuis une trentaine d'années, banlieues et quartiers sensibles en difficulté sont souvent assimilés, particulièrement dans les politiques publiques et notamment dans ce que l'on a appelé la politique de la ville. Ce rapprochement est particulièrement vrai dans le cadre donc, de la politique de la ville, née dans les années 80 sous l'impulsion de différents acteurs politiques et sociaux. La politique de la ville est à l'origine d'une politique interministérielle et donc transversale qui a pour objectif d'intervenir par une série d'actions coordonnées au sein des quartiers difficiles. Donc son action s'inscrit dans l'évolution des politiques nationales et conduit à sa mise en place de nombreux dispositifs dont on a déjà parlé, HVS, VSQ, contrat de ville et aujourd'hui en. C'est à travers elle que les gouvernements ont tenté d'agir et de circonscrire ce qui a été appelé le problème des banlieues. Alors beaucoup d'auteurs ont travaillé en ce sens, Sylvie Dissot notamment évoque à ce propos la construction d'un problème des banlieues qui serait d'invention assez récente et qui reposerait sur un ensemble d'éléments dont elle a retracé la chronologie et les enchaînements sur lesquels je ne reviendrai donc pas ici. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que dans le cadre de la politique de la ville, l'intervention sur les banlieues s'inscrit dans un découpage des territoires dits prioritaires. Alors traditionnellement, ces découpages prioritaires ont été délimités en 1996 au travers des zones urbaines sensibles, on en dénombre 551 sur le territoire national.
Ensuite, ce découpage a connu plusieurs constructions, notamment 189 quartiers qui ont été identifiés comme des priorités 1, considérés comme le cœur de l'action publique et des enjeux actuels qui y sont attachés. Ils se situent essentiellement dans les banlieues des grandes villes et se concentrent particulièrement dans la région parisienne. On a vu particulièrement également aussi au niveau de la Seine-Saint-Denis. Deux autres catégories sont appréhendées, considérées comme les quartiers priorité 2 et priorité 3, constitués à partir de différents indicateurs agrégés et calculés par les services de l'État notamment. En 2003, la création de l'ANRU contribue à revisiter ce découpage en fonction des projets montés par les municipalités souhaitant bénéficier d'un conventionnement avec l'agence. Les financements accordés aux sites retenus ne sont pas toujours proportionnels aux difficultés ou à l'intensité des situations sociales évaluées. Merci. Voilà. Vous m'entendez mieux aussi. Alors, donc, les financements accordés dans le cadre des opérations en vue ne sont pas toujours proportionnels aux situations sociales évaluées à l'aune de ce classement. En 2006, 346 quartiers complémentaires sont venus s'ajouter à la géographie prioritaire des 189 quartiers priorité 1 initialement ciblés par l'ANRU. Et le ciblage fait par l'ANRU, s'il a fait l'objet de critiques, la moitié des zones urbaines sensibles françaises ne sont pas concernées, alors que 140 quartiers non classés zones urbaines sensibles sont inclus dans le PNRU. On peut penser qu'aujourd'hui, la géographie de l'ANRU contribue très largement à redécouper, en tout cas à poser un nouveau regard qui serait porté sur ces territoires. En somme, les banlieues deviennent à cette aune non plus des territoires à problème, mais des territoires à projet, ce qui potentiellement élargit largement le champ. Alors, progressivement, du coup, il y a donc un véritable enjeu dans la médiatisation de ces opérations. Vous avez juste la carte ici, la diffusion des opérations de rénovation urbaine. Donc on voit qu'elles concernent l'ensemble du territoire national. Et cette diffusion, finalement, des programmes de rénovation urbaine accroît l'enjeu de médiatisation autour de ces opérations. Alors l'enjeu de médiatisation autour de ces opérations, on peut très rapidement en identifier trois. Tout d'abord, mettre fin au cycle d'échecs relatif, il est vrai, mais ce n'est pas trop le rapport ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que dans les rapports, particulièrement parlementaires, on considère effectivement que la politique de la ville a constitué un échec depuis à peu près 30 ans sur les différentes interventions. Deuxième point, il s'agit de rendre visible l'action, et particulièrement la présence de l'État au sein de ces quartiers. Alors avec un discours très médiatique, Jean-Luc Borloo a parlé d'un véritable plan Marshall pour les banlieues, du plus grand projet civil depuis la reconstruction. Et puis, dernier objectif de cette médiatisation, aboutir à une normalisation du territoire relégué ou en situation potentielle de décrochage qui passe par une action forte et notamment ici par la mise en place d'une politique de démolition-reconstruction de grande ampleur avec des chiffres qui ont été avancés de 200 000, 250 000, on est même allé des fois jusqu'à 300 000 annonces en nombre de démolitions avancées. Alors, tout cela aboutit à une uniformisation finalement des problèmes et même des solutions qui passent par un recours massif de la démolition. Là, vous avez les premières démolitions qui étaient déjà mises en place, le premier projet de politique de la ville mis en place avant l'ANRU, dans le cadre des GPV et des ORU. Aujourd'hui, on assiste au contraire à une véritable diffusion des opérations qui sont réalisées, plus de 580 sites concernés, y compris dans des petites villes presque rurales. J'ai pris l'exemple de Guingamp, que je vais vous parler plus spécifiquement des villes de l'Ouest. Donc vous voyez à l'échelle de la Bretagne, des projets de convention en rue, il y en a 9 qui concernent des territoires très différents, et il y a même des opérations de rénovation urbaine directement conventionnées par la région Bretagne et n'émergeant pas directement à l'ANRU. Alors tout ça nous aboutit à l'émergence d'un discours qu'on pourrait imaginer fédérateur et sur lequel on va essayer de revenir ici. Je propose d'ailleurs de parler d'une véritable catéchèse autour des opérations de rénovation urbaine. Alors, rapidement encore, les hypothèses et les méthodes maintenant autour de la médiatisation et du fondement finalement de la réussite politique de ces opérations. La transposition d'un discours politique général issu des responsables nationaux à la mise en place des opérations et à l'adhésion des acteurs locaux n'est pas réalisée de manière aussi technicienne et hiérarchique que ce que l'on pourrait penser. Pour que les acteurs s'engagent aujourd'hui massivement dans les opérations de rénovation urbaine et dans les démolitions qui leur sont liées, il faut davantage que des raisons pratiques urbanistiques. Il faut la construction et le partage finalement d'un univers commun, d'un univers de plausibilité, comme ont pu l'évoquer notamment Philippe Genestier, qui rend possible, concevable et justifiable, cette rupture doctrinaire dans la manière de penser, de traiter les problèmes sociaux et urbains, et qui assoit finalement la mise en place de ce qu'on appelait parfois un paradigme démolisseur. Alors pourquoi finalement un tel engouement? Parce que l'ANRU a donc multiplié les conventions, contrairement au cœur du cycle initialement engagé. Pourquoi un tel engouement politique et médiatique? J'ai listé quelques raisons
qui me semble manifeste. Tout d'abord, pour les montants exceptionnels engagés, on est passé 6 milliards, puis 12 milliards, ce qui recouvre au total un investissement de 42 milliards, tout partenaire compté. Cet engagement exceptionnel, financièrement donc exceptionnel, s'accompagne aussi d'une frénésie qui entoure la question des banlieues françaises depuis quelques années, régulièrement citée, alors pour des opérations un peu coup de poing, des faits divers marquants liés à la sécurité. On rappelle aussi que la sécurité était considérée comme un thème prioritaire pour 45% des Français interrogés en 2008 au niveau des élections présidentielles. Et on sait aussi la couverture médiatique dont fait l'objet ces politiques. Alors j'ai quelques statistiques à ce niveau qui montrent que la couverture des faits divers, notamment à connotation sécuritaire, est particulièrement prégnante dans la presse, dans un rapport même de 1 à 3 par rapport aux faits politiques. Ensuite, il y a évidemment la part de l'imaginaire collectif, qui est très fort, donc, qui a déjà été évoqué depuis ce matin dans des différents quotidiens. Ici, Journal du Dimanche, on voit « On ne veut pas de la Courneuve ici ». Donc il y a véritablement une part de l'imaginaire très importante qui a été repris et relayée par le discours médiatique. On a donc ici une affiche de la campagne présidentielle qui nous montre bien ce que l'on ne veut pas. En l'occurrence ici, c'est la barre de 4000 à la Courneuve, face à une France qui serait au contraire extrêmement traditionnelle. Donc la collusion est très proche entre politique et médias ici. Excusez-moi, je passe très vite. La banlieue devient donc à la fois aussi une grande cause nationale, tout parti politique confondu. Là, vous avez des extraits de citations de responsables politiques engagés à gauche ou à droite qui s'accordent tous à dire que la banlieue devient véritablement une grande cause nationale justifiant des opérations de grande ampleur. Enfin, pourquoi ce succès? Parce que pour les payeurs et pour les acteurs, la mise en place du programme national de rénovation urbaine est une opportunité, voire une manne financière et symbolique avec la possibilité de renouveler un parc amorti mais embarrassant. Embarrassant parce que constitué de locataires qui ne sont pas tous solvables, et c'est donc aussi une opportunité pour eux de pouvoir reconstituer une nouvelle offre qui correspond davantage à la demande qui, elle, serait davantage solvable, donc vers des plus petits logements, type 3, type 4 notamment. Enfin, pour la presse, le thème va devenir un véritable marronnier, on définira elle-même par se lasser, puisque la presse ne répond plus toujours aux convocations qui sont faites par les municipalités lors des différentes présentations, on verra ça dans le corpus. En somme, ici, le point que je voulais faire ressortir, qui assoit mes hypothèses, c'est que l'outil que constitue l'ANRU, le recours à la démolition qui se généralise, fait disparaître le territoire derrière le recours à la démolition. On voit d'ailleurs le terme banlieue progressivement évincé, ou en tout cas beaucoup moins apparent, dans les articles traitant de la rénovation urbaine pour celui de quartier. Les deux, finalement, quartier et banlieue, étant in fine associés dans un collapsus, considérant les quartiers d'exil comme des espaces en marge de la société. Alors, pour essayer de répondre à ces différentes questions, on a essayé de constituer un corpus vaste que j'ai essayé de limiter. Alors, on a réalisé une prospection dans la presse à partir de la base Factiva qui recense les grands quotidiens, ce qui nous a donné un corpus très ouvert à partir notamment de 2003, puisque le terme rénovation urbaine apparaît beaucoup plus fréquemment. Et nous avons vu aussi que la diffusion des articles relatifs à ces opérations était très différente d'un quotidien à l'autre. Il faudrait y revenir, je pourrais s'il y a des questions. Surtout, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'observer l'inégale pénétration du terme dans la sphère médiatique. Et là, on observe, toujours à travers ce biais, cet outil que constitue Factiva, que les opérations de rénovation urbaine sont très largement couvertes par la presse régionale. Alors ça peut s'expliquer évidemment par l'importance et la diversité des médias régionaux, mais il y a aussi d'autres facteurs explicatifs, on va tenter de le voir. Alors, ventilation de ces articles. Le corpus est constitué de 1170 articles au total qui traitent donc de la rénovation urbaine. Sur les 1170 articles, 382 sont issus de la presse nationale, 788 de la presse régionale. Comment est-ce que l'on a constitué le corpus? Alors, on a regardé la ventilation dans la presse régionale et là, on s'aperçoit, avec une relative surprise, que certains quotidiens, comme le quotidien Ouest France, apparaissent particulièrement bien positionnés pour essayer de recouvrir ce fait médiatique. Alors que le quotidien Ouest France, qui diffusé, qui concerne l'ensemble de 3 régions de l'Ouest français, ne semble pas être davantage ancré vers des territoires très portés sur les opérations de rénovation urbaine. Pourtant, la couverture médiatique est particulièrement importante. On s'est donc ciblé sur, au total, nous avons retenu 6 quotidiens nationaux, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Libération, et 2 quotidiens régionaux du Grand Ouest, Le Télégramme et Ouest France. Alors, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques textométriques, mais ça revient à peu près. Les articles sont plus nombreux dans la presse locale, mais plus courts. Les articles, au contraire, de la presse nationale sont moins nombreux, mais plus longs, ce qui explique que finalement les corpus, en termes purement textométriques, s'équilibrent relativement.
Au niveau de la ventilation chronologique, on voit manifestement qu'il existe deux points majeurs d'intérêt sur lesquels les articles se positionnent, c'est-à-dire en 2005, lorsque l'on va parler à la fois pas seulement de la crise des banlieues, mais de la signature des premières conventions en rue, et puis plus récemment aussi concernant les premières réalisations qui ont pu être faites. Alors très rapidement, les quelques questions auxquelles on va quand même essayer de répondre, dans le très peu de temps qui doit me rester. Quel rôle a joué la presse dans la diffusion d'un discours finalement sur le rôle des banlieues, et est-ce que ces villes moyennes, qui m'intéressent spécifiquement ici, ces villes moyennes de l'ouest de la France, ont des enjeux spécifiques pour avoir recours au programme national de rénovation urbaine? Alors on pose trois hypothèses. Premièrement, qu'il existerait un discours commun autour de la rénovation urbaine qui s'extrairait des configurations locales. À savoir, est-ce qu'on retrouverait des affinités entre le discours posé nationalement, y compris celui de la région parisienne, et les sites que l'on va retrouver à l'ouest de la France. Deuxième hypothèse, ce discours repose sur l'image des quartiers de la banlieue véhiculée dans les discours politiques. Il y aurait donc un discours politico-médiatique qui assurerait les opérations de rénovation urbaine. Et puis enfin, dans ces discours, l'espace fonctionne comme un passeur et la banlieue comme un argument politico-médiatique. Alors ça, c'était quelques formes urbaines de ces villes sans banlieue, mais aux formes urbaines qui finalement pouvaient faire penser aux archétypes de la banlieue parisienne. Donc là, vous avez différents sites qui vous sont présentés, Lorient, Brest, Saint-Brieuc, donc des villes véritablement moyennes, hein. Un peu moins pour Brest, mais sinon on est sur la fourchette 20-200 000 habitants. La localisation, vous voyez que ces quartiers de la rénovation urbaine en Bretagne sont à l'intérieur véritablement de l'espace urbain et non pas à distance, on va dire, des espaces centraux. Alors pour répondre à ces questions, nous avons mis en place une analyse textométrique sur laquelle je vais juste vous livrer très rapidement quelques résultats que j'ai essayé de catégoriser au nombre de 5 ici. Alors tout d'abord, on observe une faible part de l'emploi du mot banlieue qui est véritablement occulté pour celui du mot quartier. Alors vous avez ici la ventilation de la banlieue, c'est-à-dire quand est-ce que le terme banlieue apparaît dans le corpus des 1170 articles ventilés en fonction de la presse nationale et de la presse locale. Alors, déjà par rapport à l'échelle, en fréquence relative, on aperçoit que la banlieue est finalement assez peu présente dans l'ensemble du corpus, mais elle est un petit peu plus présente à partir de 2009. Tout simplement, cela s'explique par la mise en place du plan Espoir banlieue. Sinon, le terme apparaît relativement peu. Les principales formes nominales récurrentes dans le corpus ne sont pas tout à fait les mêmes pour presse nationale et régionale. On observe surtout des termes qui sont relatifs à l'expertise, voire la description, rénovation, logement, quartier. Merci. Et la banlieue n'apparaît finalement dans les termes particulièrement fréquents que dans la presse nationale. Alors normalement c'est juste en dessous, excusez-moi, il y a eu un petit bug ici. N'apparaît donc qu'au niveau de 223 occurrences dans la presse nationale et de manière beaucoup plus éloignée dans la presse régionale puisqu'elle n'apparaît pas ici. En revanche, au niveau des co-occurrences de banlieue, quand est-ce que le terme banlieue est associé à d'autres termes, on s'aperçoit qu'il y a une véritable mise en avant d'actions politiques. Quand est-ce que la banlieue apparaît dans notre corpus? Elle est proche notamment des acteurs politiques et des programmes qui y sont attachés. Alors vous les avez ici. Un seul recoupement apparaît particulièrement, celui lié à la crise, à la violence et aux émeutes. Au niveau des politico-occurrences dans l'ensemble du corpus, une faible modalité, autrement dit, la banlieue n'est pas une articulation, si vous me permettez cette caricature, majeure dans la construction du discours qui est attaché dans la presse. Alors ici, ce sont les différentes polarisations spatiales, les différents référentiels spatiaux du discours de la rénovation urbaine. La banlieue qui apparaît dans les faisceaux roses ne semble pas être particulièrement structurée en direction des autres pôles, mais je suis désolée de passer si rapidement sur ces points. Au regard du quartier, en revanche, le quartier semble véritablement un référentiel commun, beaucoup plus structurant dans les discours attachés à la rénovation urbaine, dans la presse, que ne l'était le terme banlieue. Vous voyez ici le fait que ces faisceaux soient beaucoup plus épais, beaucoup plus colorés, montre bien une présence renforcée de ces termes. Même pour en revanche le quartier, on s'aperçoit que de la même manière, le quartier est considéré comme un outil d'action publique avec une rhétorique finalement assez proche. Alors, banlieue et démolition, pas de corrélation apparente dans la diffusion. Autrement dit, l'apparition de la démolition dans le corpus ne semble pas être directement intégrée à la manière dont la banlieue est, elle, traitée. Alors, j'ai essayé de faire un recoupement aussi cartographique ici. On voit bien surtout une no-correspondance. Le patron banlieue apparaît en rouge, le patron démolition en noir. Les deux se recoupent. Une minute. On s'arrêtera, je pense, sur ces résultats.
Donc, deux dernières conclusions. Au regard de ce corpus, on s'aperçoit surtout qu'il existe une euphémisation des discours médiatiques. Je n'ai relevé quasiment que ces occurrences pour essayer de montrer une dramatisation finalement du fait médiatique que l'on retrouve ici très attaché à la presse nationale. Lorsque l'on bascule sur la presse locale, on s'aperçoit qu'au contraire, il y a des marques d'euphémisation très marquées. Il n'y a pas de radicalisation du discours médiatique dans la presse locale, ni même beaucoup d'ailleurs dans la presse nationale, lorsque l'on traite de la rénovation urbaine. Et c'est ces marques de féminisation qui ont finalement permis, alors je passe sur tous ces textes, avec une part d'insécurité, l'insécurité aussi finalement très très peu attachée à la rénovation urbaine. Et c'est finalement cette euphémisation qui explique qu'un certain nombre de villes moyennes puissent s'engager dans le PNRU. Et pour cela, on s'aperçoit que les villes moyennes qui s'engagent dans le PNRU ont un discours qui légitime les opérations de démolition-reconstruction relativement techniques, liées véritablement aux aménagements, notamment liés à la vétusté du parc immobilier et à l'occasion de reconstruire des espaces qui auraient été plus ou moins mal pensés. Alors, je passe du coup très rapidement et je vous propose d'ouvrir sur la discussion autour d'une convergence ou d'un malentendu de la banlieue comme argument politique, notamment lorsqu'il s'agit de villes qui n'en ont pas. Thank you, Shodan, for this very interesting paper and for keeping the time. All the participants, thank you very much.